Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Jean Didier, deux prénoms, l'un après l'autre, pour cet homme que je pense que vous connaissez, qui est devenu médium à l'âge de 15 ans, le jour même où il a très clairement vu le décès de sa mère. Bonjour Jean Didier. Bonjour Joël. Donc on vous a vu sur des télés, je pense, hein, pour Oui, ceux qui s'intéressent au paranormal. Vous avez publié énormément de livres, ça c'est clair, il y en a au moins une trentaine, vingtaine, non, une trentaine, une trentaine. trentaine, sur le karma, sur le pouvoir magique des pierres, sur le magnétisme, sur la magie des jeux comme Tarot Mino, des méthodes de tirage des cartes, etc. Et là, on va parler de mes lectures de vie antérieure, 115 voyances karmiques pour mieux comprendre son chemin de vie. Est-ce que ce livre il fait suite à comprendre son karma et ses vies antérieures? Oui, 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 tout à fait. En fin de compte, tout a démarré il y a déjà maintenant presque une trentaine d'années, hein, puisque dans les années 90, j'étais un peu précurseur en la matière, puisque je faisais une rubrique dans le fameux magazine Horoscope que vous avez certainement connu, qui était à l'époque un mensuel, et on m'avait donné la direction d'une rubrique dans laquelle j'intervenais pour faire ce qu'on appelle effectivement des voyances karmiques. Les gens m'écrivaient pour me poser des questions et je répondais en fonction de ce que je captais et ressentais sur ces personnes-là. À la suite de ça, effectivement, les éditions Bussière m'ont demandé de faire un livre pour donner un petit peu des techniques pour rechercher ces vies antérieures et puis pour aboutir aujourd'hui eh bien, à ce livre, effectivement, que vous venez de citer. D'accord, vous avez aussi travaillé dans la restauration, vous avez été disque jockey, Oui, oui, oui. vous avez travaillé sur une radio libre à Évreux qui s'appelait Relatif FM, et c'est là où a débuté votre carrière de médium, on peut dire. Oui, en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que depuis le décès de ma maman, quand j'étais très jeune, à l'âge de 15 ans, j'avais des flashs, des ressentis, et je m'étais beaucoup intéressé au tarot de Marseille. Et en fin de compte, à cette époque-là, comme quelques années après, j'étais effectivement DJ. Il y a les radios libres dans les années 80 qui sont arrivées avec la libération des ondes. Et moi, je m'amusais tout simplement à utiliser mes tarots et à tirer les tarots aux animateurs de radio qui étaient là présents. Et en fin de compte, le directeur de la station m'a dit, mais pourquoi ne pas tenter quelque chose et pourquoi ne pas se mettre au micro et demander aux gens d'appeler et de leur répondre? Parce qu'en fin de compte, à la même époque, il y avait le fameux Didier Derlich qui était sur RTL, qui faisait ce genre de choses. Mais ça n'existait pas du tout à l'époque sur les réseaux FM. Et la grande aventure a démarré et commencé comme ça. Et ça a duré longtemps? Ça a duré 3 ans. Ça a duré 3 ans et en fin de compte, comme à l'époque j'étais en Normandie et que il y avait, vous savez, beaucoup de gens, des Parisiens et des gens des médias qui passent souvent leur week-end en Normandie parce que c'est un peu ce qu'il y a plus près, hein. Hmm. Donc, moi, comme je faisais mon émission tous les samedis matins, et beaucoup de gens des médias m'ont entendu sur cette radio. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire ma toute première émission de télévision qui était Mystère sur TF1. Et où on a tout de suite, effectivement, parlé justement des vies antérieures. Ça, c'était en quelle année? Ça, c'était en 93. Oui, c'était il y a longtemps. Oui, c'était il y a bah oui, plus de 30 ans maintenant, quoi. Alors, vous dites que vous avez appris que le ressenti des choses négatives autour de vous était la première étape obligatoire lorsqu'on voulait devenir médium. Oui, en fin de compte, déjà par rapport à mon expérience personnelle, puisque moi, ça m'est arrivé en captant un petit peu ce qui allait arriver à ma maman à mon époque quand j'étais jeune. Et puis en fin de compte, je me suis aperçu que en rencontrant des médiums et en parlant avec eux, il y avait systématiquement ce point qui nous reliait. Qui faisait que de toute façon, à partir du moment où on déclenchait une forme de médiumnité, on captait systématiquement toujours au départ, malheureusement, que des événements négatifs.
C'est peut-être comme une espèce d'apprentissage ou une façon de se forger aussi sa médiumnité, mais c'est perturbant, hein, puisque quand on ne capte que des choses négatives, vous devez vous rendre compte que effectivement, c'est pas très agréable et on se dit, mon Dieu, si la médiumnité, c'est toujours ça, ça va être dramatique. Et en fin de compte, non, effectivement, après, avec le temps, les choses s'affinent et heureusement d'ailleurs, on capte très souvent d'autres choses beaucoup plus intéressantes, entre guillemets, quoi. Oui, surtout ça ne doit pas être facile. Est-ce que vous le disiez quand vous captiez quelque chose de négatif? Alors moi c'était très compliqué puisque j'étais très jeune, hein. Moi, j'ai commencé mes premières consultations professionnelles, j'avais tout juste 30 ans à peine. Donc j'étais un très très jeune médium et on est confronté au fait de voir si la personne qu'on a en face de soi est capable d'entendre certaines choses, de les digérer, et de les accepter aussi. Et en fin de compte, c'est là que le problème se pose de savoir si on peut aller jusqu'au bout de ça et si on peut le dire. Et moi, je me suis rendu compte qu'effectivement, la langue française était quand même très riche et qu'on pouvait atténuer les choses et puis dire des choses et les exprimer un petit peu avec douceur, entre guillemets, quoi. Ou est-ce que vous captez les morts, que les gens qui viennent vous voir, ils vous demandent des médiumnités, dans quel domaine? Alors, Alors moi, je suis pas médium spirit, hein. Vous savez qu'il y a plusieurs degrés de médiumnité. Moi, je suis pas spécialement médium spirit, c'est-à-dire que je ne fais pas essentiellement de la communication avec les personnes décédées. Ça m'arrive de temps en temps, et ça m'arrivait avant. Maintenant, effectivement, j'ai toujours freiné un petit peu ce genre de choses parce que, en fin de compte, il faut savoir que la médiumnité est quelque chose qui est très lié aussi à tout ce qui est en rapport avec son émotionnel. Et donc, on est très souvent perturbé et c'est compliqué quand on est un hypersensible, puisque la médiumnité, c'est aussi quelque chose qui est très proche de l'hypersensibilité. Donc, en fin de compte, il faut apprendre à gérer tout ça et ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d'années pour arriver à gérer ça, quoi. D'accord. Alors vous dites que la voyance karmique fonctionne comme une forme de karma-thérapie. Oui, 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 on m'a souvent posé la question par rapport à ça parce que, enfin, quand je me suis aperçu que quand on délivrait un message particulier aux personnes que l'on a en face de soi, ça réveille quelque chose et ça révèle aussi certaines choses et ça permet effectivement très souvent, par exemple, de travailler sur des phobies que l'on a ramenées des vies antérieures et moi, je me suis aperçu, à force de travailler et de faire des voyances sur les vies antérieures, que souvent, effectivement, les phobies que l'on avait dans la vie d'aujourd'hui, ou les choses que l'on n'acceptait pas, que l'on refusait ou qui nous posaient problème, avaient un rapport avec ce que l'on avait vécu dans une vie antérieure. Et le fait, en fin de compte, de le comprendre, de l'assimiler, de le digérer, ça permet effectivement de gérer ce problème et de l'effacer. Alors, j'en ai discuté avec des psychologues, j'en ai discuté avec des médecins qui m'ont dit, effectivement, on n'a pas de preuves scientifiques sur ça et sur les voyances karmiques et sur les vies antérieures, mais tout le monde s'accorde de dire, si cette technique a au moins cet avantage de résoudre ce problème, c'est déjà énorme, quoi. Oui, quelquefois il y a quand même des marques, hein, sur le corps. Oui, mais bon, c'est pas prouvé scientifiquement. On peut s'apercevoir effectivement que quelqu'un qui a reçu un coup d'épée, alors souvent c'est arrivé avec des personnes pendant la guerre qui ont été blessées par balle, qui ont effectivement à la naissance une cicatrice, un trou, un endroit du corps ou autre. Et quand on prend des photos d'une personne en particulier qui a subi ce genre de choses, il y a une similitude. Mais bon, ça reste encore quelque chose qui est assez vague. Et c'est pour ça que moi, même si je travaille depuis très longtemps sur les vies antérieures, je reste toujours vigilant par rapport à ça. Et je ne vais pas dire systématiquement à quelqu'un, quand cette personne a un problème, que c'est systématiquement lié à une vie antérieure. Je pense qu'il faut être très, très, très vigilant par rapport à ça. Il ne faut pas mettre tout dans le même panier et essayer de tout ramener systématiquement et toujours aux vies antérieures.
Alors vous écrivez un peu plus loin que si vous avez été tué d'une balle dans la tête, il se pourrait que vous souffriez de migraine. Et par exemple, si dans votre dernière vie, vous êtes mort pendant votre sommeil, ce que tout le monde essaye d'avoir, hein, on essaye tous de se dire c'est la meilleure mort, donc vous pourriez avoir aujourd'hui des insomnies ou des terreurs nocturnes. Exactement. C'est un peu ce que j'étais en train de dire par rapport au fait des phobies. C'est un peu la même chose par rapport à certaines douleurs. Et c'est vrai qu'il m'est arrivé très souvent en faisant, soit au cabinet ou soit effectivement avec le magazine Horoscope, ce genre de pratique et de révéler ça à certaines personnes. J'avais systématiquement des courriers après de personnes qui me disaient, ça a quand même un effet un peu magique. C'est-à-dire que bah, depuis que j'ai pris connaissance de tout ça, eh bien, je n'ai plus ces symptômes. Alors pourquoi tous les médiums n'ont-ils pas accès aux vies antérieures? Alors, c'est parce que, en fin de compte, il y a des médiums, comme je le disais tout à l'heure, qui sont plus adaptés, par exemple, à tout ce qui touche le côté contact spirit avec les entités. Ça, c'était vraiment une spécialité. Vous avez des médiums qui sont plus branchés sur tout ce qui vous arrive au moment précis et qui sont en contact avec des guides qui vont vous donner des réponses qui sont toujours un petit peu d'un ordre spirituel. Vous avez des médiums qui vont travailler sur l'avenir et qui vont se canaliser sur l'avenir, et puis d'autres qui vont travailler effectivement dans les vies antérieures. En fin de compte, c'est comme une espèce de spécialité, comme les médecins ont chacun une spécialité, ben, les médiums ont tous une spécialité, et généralement les médiums ne couvrent pas tous les champs d'action. Moi, il s'avère qu'effectivement, j'ai eu cette capacité à gérer tout de suite et directement tout ce qui était en rapport avec les vies antérieures. Et de toute façon, ce n'est pas le cas systématiquement, effectivement, pour tous les médiums. Est-ce que c'est parce que vous êtes allé chercher dans le corps causal de votre maman que vous avez vu qu'elle n'allait pas en revenir? Oui, oui. En fin de compte, le médium qui travaille sur le karma, les vies antérieures, va chercher, vous savez qu'on a plusieurs corps subtils autour de nous, et effectivement, vous parlez du corps causal, c'est le corps dans lequel, effectivement, on a les traces de tout ce qui s'est passé dans notre passé karmique, et à partir de là, j'explique ça aussi dans ce livre, c'est que c'est là qu'on va chercher les informations et qu'on a effectivement la possibilité de trouver ce qui s'est passé et ce qui va se passer aussi dans sa vie actuelle, puisque le karma, c'est pas toujours les choses qui se sont passées dans le passé, c'est les choses qui nous arrivent aussi au quotidien actuellement, quoi. Vous émettez des doutes sur l'écriture automatique, vous dites qu'il faut s'en méfier un peu. Alors, oui, ça c'est encore autre chose. L'écriture automatique, c'est quelque chose qui est fait appel généralement à des entités. Le problème que l'on rencontre avec les entités, c'est que on ne sait jamais à qui on a affaire. Il faut savoir qu'une entité, c'est comme une personne dans la vie de tous les jours. Quand vous croisez quelqu'un et qu'elle vous raconte une histoire ou qu'elle vous parle de quelque chose, vous ne savez pas si c'est un mythomane, si c'est quelqu'un qui vous dit la vérité, si c'est quelqu'un qui vous ment ou si c'est quelqu'un qui se fait mousser, comme on dit, c'est une expression très courante. Il faut savoir que pour les entités, c'est exactement la même chose. Donc, quand on fait de l'écriture automatique, on n'est pas à l'abri de tomber sur une entité ce qu'on appelle le bas astral, hein, qui sont des entités négatives ou des entités qui sont effectivement négatives et qui vont vous causer des problèmes ou qui pourraient même vous atteindre. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de méfiance avec l'écriture automatique parce que on ne sait jamais, en fin de compte, si le récit est réel ou s'il n'est pas réel, ou alors il faudrait apporter tout un tas de preuves, mais comme on ne sait pas non plus qui est de façon extrêmement précise l'entité avec laquelle on est en contact, ça devient un peu compliqué, quoi. Alors vous dites qu'aujourd'hui, on doit faire un reset et rééquilibrer la balance pour alléger notre karma. Oui, c'est pour ça que dans ce livre, il a été conçu principalement pour que les gens, à travers ces histoires de voyance karmique, s'y retrouvent
dans une ou deux et travaille dessus pour pouvoir faire ce reset et pour pouvoir justement équilibrer son karma. Faut savoir que quand on se réincarne, le but de la réincarnation, c'est pour se bonifier, c'est pour travailler sur des choses que l'on n'a pas réussi à faire ou que l'on n'a pas pu aller jusqu'au bout pour alléger ou pour faire que son karma soit dans une balance équitable. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, quand on puise dans mon livre, on va de toute façon à un moment ou à un autre avoir une histoire d'une vie antérieure que l'on va lire qui va faire écho en nous. Et avec cette vie antérieure, on va justement faire un travail que j'explique dans le livre pour pouvoir se libérer un petit peu de ce karma, faire ce reset pour pouvoir repartir sur des bonnes bases ou comprendre aussi tout simplement ce qui va se passer dans l'avenir, pourquoi on est là, quel est notre but, est-ce qu'on a une mission, est-ce qu'on n'a pas une mission, qu'est-ce qu'on doit faire de cette incarnation aujourd'hui. C'est un petit peu tout ça qui est expliqué dans ce livre. Oui, alors donc il y a 115 voyances. 115, voilà, 115, 115 voyances, donc il faut les lire. Une fois qu'on les a lus, celle qui nous marque le plus, on la recopie à la main. C'est important. voilà. Et c'est un petit peu comme le système de la verbalisation. Vous savez que quand on parle avec les gens et qu'ils ont des problèmes, les psychologues l'expliquent très très bien. Ils disent qu'il faut verbaliser les choses, qu'il faut les exprimer. Il y a d'ailleurs certains médiums ou certains guérisseurs qui travaillent sur ce qu'on appelle le verbe et la puissance et la guérison par le verbe. Là, c'est exactement la même chose, sauf que on va communiquer, on va écrire et c'est une façon aussi de s'investir dans un travail et dans ce que l'on fait. Si on lit simplement quelque chose, c'est pas suffisant. Il faut mettre du sien, il faut aussi avoir un impact sur ce que l'on fait et avoir une intention particulière. Dans toute chose de la vie, quoi que l'on fasse, moi je dis toujours que si on met pas d'intention dans ce que l'on fait, ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça que je recommande effectivement d'écrire ça, parce qu'au moins on s'implique dans un processus. Donc l'écrire après plier cette feuille de papier en quatre et la placer sous son oreiller pendant 8 jours tous les soirs avant de s'endormir, lire à haute voix le texte qu'on a écrit, puis après brûler votre feuille en demandant à être libéré de son karma. Si on a trouvé plusieurs histoires qui nous intéressent, on fait la même chose avec les autres histoires. Exactement. Exactement. En fin de compte, ça, c'est un rituel, puisque j'écris aussi beaucoup de livres sur toute la magie rituelique. Et en fin de compte, on sait très bien que quand on fait un rituel, ce rituel, c'est une façon de se libérer. Donc là, vous avez noté aussi que j'explique ce que j'étais juste en train de dire avec vous juste avant, c'est que on exprime les choses par la parole, c'est-à-dire qu'on lit et on ne le lit pas dans sa tête, on ne le lit pas mentalement, on le lit à haute voix pour envoyer aussi un message à l'univers, parce que c'est important de générer des choses positives et de les envoyer à l'univers. Oui, la méthode Coué aussi, il faut la faire à haute voix, hein. Exactement. C'est un peu une boucle hein, dans laquelle on Ouais, se ouais. Chaque jour, sur sur le à tout concret. point de vue, Ouais. je vais de mieux en mieux. Il faut le dire fort, enfin, il faut le dire à haute voix. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, tout à l'heure, vous parliez des phobies. En ce qui concerne le vertige, il y en a un là, c'est le huitième, Elle est extrêmement gênée depuis quelques années par des problèmes de vertige. Alors, moi aussi, j'ai des problèmes de vertige, mais ce qui est intéressant, c'est que je les avais pas quand j'étais jeune. C'est venu à l'âge adulte, même grand adulte. Alors, pourquoi? Puisque c'est karmique. Alors, parce que ça correspond aussi certainement à une période de votre vie, dans une vie antérieure, ou parce que à ce moment de votre vie, vous avez fait un écho avec ce que vous avez vécu et qui a fait un écho et un rappel, en fin de compte, de ce qui s'était passé dans cette vie antérieure. Donc, effectivement, aujourd'hui, ça se manifeste parce que tout se relie par rapport à ce qui s'est passé dans cette vie antérieure, à un moment particulier ou à un moment précis. C'est pour ça que, pour tout le monde, vous parlez des vertiges et à l'âge où ça vous est arrivé, mais pour n'importe quelle problématique, euh,
Il faut savoir qu'on est avec et qu'elle est en nous, mais qu'elle se révèle ou qu'elle se réveille à un moment particulier de votre vie. Ce qu'il faut chercher foncièrement, hein, c'est euh, au moment où ces vertiges ont commencé, qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans votre vie? Est-ce qu'il y a eu un choc émotionnel? Est-ce qu'il y a eu une rupture? Est-ce qu'il y a eu quelque chose sur le plan affectif qui vous a touché? Est-ce qu'il y a eu une évolution spirituelle qui a fait un débordement au niveau des énergies? Voilà, c'est tout ça qu'il faut essayer de comprendre. Et puis, en lisant cette histoire, essayer de décrypter à travers ce que j'ai écrit quel est l'endroit de cette histoire qui vous touche à vous le plus personnellement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Alors, il y a aussi des gens qui... il y a Hélène qui dit, Jean Dudier, mon fils Kevin est très malade depuis sa naissance. Maintenant, à l'âge de 18 mois, il refuse de faire ses besoins naturels. Pourrait-il s'agir d'un problème lié à l'une de ses vies antérieures? Il y a aussi des gens qui vous appellent pour des problèmes de maladie aussi. Oui, alors tout en restant vigilant, bien sûr, et en faisant très attention, il ne faut pas oublier que euh, je ne fais absolument aucun diagnostic médical puisque c'est interdit par la loi, que je ne conseille pas aux gens de faire quelque chose de particulier par rapport à la santé et que je recommande toujours systématiquement de consulter, de voir un médecin, de voir des spécialistes, etc. et autres. Mais il m'est arrivé à plusieurs reprises à travers des émissions que j'ai pu faire à la télévision, à la suite de ça, d'avoir des médecins. C'était très marrant d'ailleurs, parce que sur leur papier d'ordonnance, ils m'écrivaient en me disant, j'ai fait le tour de tout ce que je pouvais faire à mon niveau, je vous ai vu expliquer certaines choses dans des émissions de télévision et dans des interviews, peut-être que vous pouvez aider ma patiente, ce qui est quand même incroyable. Donc ça veut bien dire aussi que euh, j'ai souvent coutume de dire hein, que nous, en tant que médium, sur la voyance karmique, on est un petit peu, entre guillemets, hein, des médecins de l'âme. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça peut être aussi complémentaire par rapport à ce que l'on fait. Mais il faut effectivement être très, très, très vigilant par rapport à tout ce qui touche le domaine de la santé. On va y revenir avec une question d'Anne-Marie qui dit que depuis toujours la mort lui est familière, mais qu'elle a peur des maladies et qu'elle fuit les hôpitaux comme la peste. Elle évite d'aller rendre visite aux personnes hospitalisées. Elle n'a pas du tout confiance dans les médecins, paradoxalement. La médecine la fascine et elle adore jouer les infirmières ou les conseillers de l'âme humaine. Il y a aussi cette peur aussi des hôpitaux. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est lié effectivement souvent à des vies antérieures parce que on a été malade ou parce qu'on a eu des personnes de sa famille qui ont été malades. Et comme vous venez de l'expliquer par rapport à ce que dit cette personne, effectivement, elle a une peur par rapport à tout ça qui peut ressembler quelque part à une phobie parce que ça lui a été transmis par rapport à ce qu'elle a vécu auparavant. Donc ça, c'est effectivement le travail qu'il y a à faire par rapport à tout ça pour se libérer de ce karma, hein, tout simplement. Oui, alors on retrouve quand même des histoires qui se ressemblent quelque part. Il y a beaucoup de peur. Oui, il y a des similitudes, hein. Il faut savoir que pendant des siècles et des siècles, les gens avaient peur de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'ils avaient peur de la guerre, ils avaient peur des envahisseurs, ils avaient peur des rois ou des seigneurs qui venaient piller, voler le fruit de leur travail. Il faut savoir que voilà, dans toutes les civilisations à travers le monde et pendant des siècles et des siècles, les gens ont été opprimés, partaient à la guerre, que les personnes attendaient, les femmes attendaient que l'homme revienne des croisades, de la guerre ou autre, et donc étaient dans cette peur et dans cette crainte. Euh, voilà, ça a quand même été l'histoire du monde depuis très longtemps qui fait que tout ça était présent. Il y a eu des famines, il y a eu des pestes, il y a eu des
problèmes de santé extrêmement importants par rapport à tout ça. Les gens, vous savez très bien, ne vivaient pas vieux, donc ils avaient effectivement tous peur de la mort. Donc c'est un peu normal que quelque part, on retrouve ça sur certaines histoires qui sont pas des copies, hein, qui sont des choses qui sont un peu similaires, mais le récit est totalement différent, et c'est pour ça que une histoire peut toucher quelqu'un d'une façon un peu plus importante qu'une autre histoire. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à vous ou par rapport au récit qui peut vous interpeller plus par rapport à autre chose, par rapport à vos problèmes de vertige, mais par rapport à une autre personne qui peut avoir peur soit de la mort, soit tout simplement des hôpitaux ou des maladies. Effectivement, il y a un autre récit ou une autre vie antérieure qui va la toucher d'une autre manière. Oui, il y a aussi la peur des fois de rencontrer son âme sœur. Ça vous arrive là, de quelqu'un qui, nous pensons ne pas mériter cela et nous avons le sentiment de nous être connus dans une ou plusieurs vies antérieures. Et donc ça peut faire peur aussi Ah oui, ces gens oui. qu'on attend quand même en même temps. Oui, oui, alors c'est paradoxal parce que d'un côté on en a envie, on le souhaite. Il y a beaucoup de médiums qui jouent d'ailleurs malheureusement certaines fois sur cette corde sensible pour essayer de faire revenir les gens régulièrement en leur disant revenez me voir, etc. Je vais vous expliquer, je vais vous dire comment il faut faire, je vais vous donner des techniques, des astuces pour attirer votre âme sœur, etc. Donc il faut essayer de ne pas tomber dans ces pièges-là. Quand vous devez rencontrer votre âme sœur et quand la destinée est là et que ça doit se faire, ça se fait tout seul et ça se fait naturellement. Donc, il n'y a pas besoin de bousculer les choses. Il y a par contre effectivement besoin de soulager son karma par rapport à certaines choses qu'on a pu vivre, mais il faut faire aussi attention et être vigilant sur le fait. Moi, ça m'est arrivé souvent d'avoir en consultation de voyance karmique, des personnes qui venaient me voir en disant, ah, je suis content, euh, on m'a dit que la personne que j'ai rencontrée, c'est quelqu'un que j'avais déjà rencontré dans une autre vie, donc on va finir notre vie ensemble. Ben non, pas du tout. C'est pas la conclusion, parce que en fin de compte, vous pouvez vous retrouver uniquement pour finir une action que vous n'avez pas pu finir avant dans une autre vie, ou compléter quelque chose qui n'a pas été complété. Mais en aucun cas, ça veut dire que vous avez trouvé votre âme sœur et que vous allez finir votre vie avec. Si c'est le cas, tant mieux, heureusement. Mais voilà, voilà, enfin, je pense que vous comprenez mon fonctionnement par rapport à ce que je vous expliquais au tout début de l'émission. C'est que moi, je reste quand même, même si je suis médium et que j'ai la tête dans les étoiles, j'ai les pieds bien sur terre. Et je prends toujours en compte le fait de me dire, il faut bien analyser les choses, il faut pas se précipiter sur ce qu'on fait, sur ce que l'on dit, il faut être cohérent par rapport à ce qu'on raconte, il faut être cohérent par rapport à ce qui se passe aussi, et ne pas tirer de conclusions trop hâtivement, parce que le karma et les vies antérieures, c'est plus complexe que ça ne peut paraître. Et effectivement, si ce genre d'ouvrage existe, le mien comme d'autres, hein, par rapport à ça, c'est que effectivement, il faut travailler là-dessus et travailler selon les bonnes façons, les bonnes manières pour pouvoir effectivement, comme on le disait aussi tout à l'heure, équilibrer cette balance karmique, quoi. Oui, il y a un tas de romans qui paraissent sur ce sujet et ça se termine toujours assez mal. C'est-à-dire qu'ils se rencontrent, mais ça se termine pas comme on voudrait. Voilà, Donc, c'est ce que j'étais en train de vous ouais, c'est expliquer. sûr. Et c'est très à la mode en ce moment. Alors, il y a ceux qui sont attirés depuis toujours par un pays qui, ben alors celle-là, Rosalie, elle avait un pays qui était son nom de famille. Alors, Oui. être attiré par un pays, c'est peut-être qu'on y a vécu. Oui, oui, très certainement. C'est aussi, vous savez, dans la toute première émission que j'ai faite sur TF1, dans l'émission Mystère, où on a travaillé sur ce sujet, sur les vies antérieures, il y avait un documentaire avec une jeune fille qui expliquait que quand elle est allée faire un voyage en Angleterre,
elle avait l'impression de connaître toutes les rues, elle se promenait partout, elle savait où elle allait, elle ne se perdait pas, elle connaissait tout, partout, par cœur, alors qu'elle n'y avait jamais mis les pieds. Donc c'est quand même impressionnant et effectivement ça ne peut être que des mémoires de vies antérieures parce que je ne vois pas trop ce que ça peut être d'autre et cette attraction ou cette attirance ou la facilité qu'on a parfois pour apprendre des langues étrangères ou pour simplement être très doué pour des langues étrangères ou pour une langue étrangère en particulier, ou être systématiquement attiré par un pays et une ville en particulier. Et ça, effectivement, il y a toujours un ressort avec les vies antérieures. Attirer ou repousser. Ou repousser, Parce que ça effectivement. existe aussi. Alors, il y a la question de Marie-Louise. Elle aimerait bien savoir si elle a vécu en même temps que Jésus. Elle a toujours aimé voir des films sur la Bible ou sur les prophètes et elle se sent comme faisant partie de ces films. Elle rêve souvent qu'elle a participé à cette vie en portant les mêmes vêtements, en montant les escaliers étroits. Je crois qu'elle a vu le film La Belle Histoire. Mais bon, Oui, le film de Lelouch. ouais. Euh, pas forcément, c'est parce que aussi ça peut être quelque chose qui lui revient simplement en mémoire ou en tête par rapport à tout ce qu'elle a vécu et tout ce qui s'est passé. L'important, c'est de ressentir ce qui se passe. Vous savez, déjà nous, en tant que médium karmique, quand on travaille sur ce genre de choses, ce qui est assez surprenant, c'est que on ressent les couleurs, les ambiances, les odeurs, tout ce qui se passe autour de tout ça, et on ressent aussi émotionnellement ce que la personne vivait à cette époque-là et à ce moment-là. Donc, ça veut dire que si les choses sont positives, on va être dans quelque chose qui va être radieux et très intéressant. Et si c'est malheureux, effectivement, il y a de la tristesse. J'ai même terminé des consultations en pleurant, hein, carrément. Donc ça, c'est pareil. Et quand on a la personne en face de soi et qu'on fait ce type de travail sur la voyance karmique, généralement, la personne est touchée aussi émotionnellement de la même façon. Et il y a Georgia qui dit, je suis handicapée de naissance et une voyante m'a dit que j'avais des dons médiumniques. J'ai d'ailleurs pu le constater lors de mes passages dans divers centres. En 91, j'ai rencontré celui qui est mon ami aujourd'hui. J'aimerais savoir si nous avons déjà vécu ensemble et si je ne paie pas une dette karmique, même si je suis heureuse aujourd'hui. J'aime dire qu'une personne handicapée n'est pas indésirable et que chaque être a droit à l'amour. Elle se pose la question sur ce handicap aussi. Oui, bien sûr. C'est aussi comme on expliquait tout à l'heure par rapport à des problèmes de santé, c'est que effectivement, on est en droit de se dire qu'est-ce que j'ai bien pu faire dans une vie antérieure ou qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, dans cette vie, il m'arrive telle ou telle chose. Donc là, effectivement, il y a une analyse à faire, un travail, une recherche pour voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est peut-être pas lié simplement à une vie, ça peut être lié aussi à plusieurs vies. Et la conséquence de ces plusieurs vies qui se sont accumulées, qui a fait, comme on dit, un peu une espèce de millefeuille, et qui fait à un moment donné que, effectivement, on arrive à ce résultat-là. L'important, c'est de comprendre tout ça pour l'accepter. Et là, son cas à elle, c'est effectivement de se dire, il faut que j'accepte cette situation, il faut que je vive avec. Et puis, souvent, c'est aussi pour toutes les personnes qui se tournent vers le karma et pour comprendre ce qui s'est passé dans leur vie antérieure. Moi, j'ai très souvent remarqué que c'était des gens qui étaient on va dire, quelque part dans une espèce de palier d'évolution spirituelle, parce qu'elles ont plus besoin de comprendre qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui sur Terre, comme je le disais aussi tout à l'heure, quelle est leur mission, pourquoi ils sont là, plutôt que de connaître précisément leur futur. Vous voyez ce que je veux dire? On fait la différence entre la projection dans l'avenir et le fait de se dire, moi, je veux savoir aujourd'hui pourquoi je suis là et quelle est ma mission et qu'est-ce que j'ai à faire. Oui, parce que chercher ses vies antérieures, c'est pas forcément chercher son futur. C'est Non, essayer de savoir ce qui s'est passé avant. exactement. Et si on a cet oubli, c'est peut-être pas.
c'est peut-être pas pour n'importe quoi qu'on nous fait oublier. Alors, il y a la question de Marie-Louise. C'est difficile de dire ce qui m'est arrivé, mais je vais essayer de l'expliquer. Quelqu'un m'a montré une gravure d'une personne décédée il y a plus de 100 ans et son visage est exactement le mien. Cette personne a été abandonnée quand elle attendait un bébé, puis elle a arrêté de manger à cause de sa peine. Depuis que je suis petite, je suis malade, je passe mon temps de médecins en hôpitaux, je pense que je ne fais rien de bon dans ce monde, malgré le fait que j'ai un enfant que j'aime. Alors, c'est quand même extraordinaire qu'elle ait retrouvé quelqu'un qui a plus de 100 ans, mais avec toute l'histoire. Mais ça, c'est quelque chose qui arrive plus souvent qu'on ne le croit. Euh, euh, vous parliez tout à l'heure du film La La Belle belle histoire. Histoire. Ouais. Certaines personnes vont être touchées par rapport à ça, et puis d'autres personnes vont être touchées par un roman, par effectivement une photo, ou par une histoire d'un film, ou par une fiction, ou quelque chose dans lequel elles vont se retrouver et se dire, mais c'est vraiment intéressant parce que je pense souvent à ça, je m'identifie à ça. Et après, le but ultime, effectivement, c'est de travailler là-dessus pour pouvoir tout simplement équilibrer la balance karmique, comme je l'expliquais, et de permettre de trouver son évolution personnelle dans sa vie d'aujourd'hui. Donc, par rapport à cette personne, il y a toujours un déclic, vous savez, hein, c'est comme je vous disais tout à l'heure par rapport à vous, il faut trouver votre déclic à vous par rapport à vos vertiges. Quand vous aurez trouvé le déclic, c'est un petit peu comme une pelote de laine, vous allez attraper le fil, vous allez tirer dessus, vous allez voir, toute l'histoire va suivre derrière et vous allez régler vos problèmes. Après, peut-être que effectivement, euh, un médecin aussi ou des examens médicaux pourront vous aider à solutionner définitivement ces problèmes. Et il faut surtout pas l'occulter et il faut absolument le faire. Mais voilà, il y a aussi toujours cette histoire derrière qui fait que le déclic a son importance. Donc c'est pour ça que je reviens aussi sur cet aspect-là. Alors, je sais pas si c'est le vertige, c'est surtout que j'ai envie de sauter, donc c'est pas, j'ai envie de m'envoler, donc c'est pas, si je suis sur une chaise, je vais pas tomber, mais dès que je suis à deux, trois étages, c'est comme si j'étais aspirée. Je sais pas si c'est ça le vertige. Oui, alors ça, c'est quelque chose qui est C'est assez le vide. fréquent. Ouais. Et être attiré par le vide, oui, Mm. ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment. Il y a aussi des problèmes de solitude, des gens qui se plaignent de solitude. Enfin, il y a énormément de choses dans ce livre. Le livre s'appelle Mes lectures de vies antérieures aux éditions Helios. Vous vous appelez Jean Didier. C'est vraiment votre nom. Vous n'avez pas un troisième nom. C'est vraiment deux prénoms, votre nom. Je suis curieuse. Alors, oui, je vais vous expliquer la genèse de tout ça. En fin de compte, il faut savoir que j'ai un homonyme qui est quelqu'un. Là, c'est aussi, il y a de toute façon quelque chose de karmique et quelque chose d'important. C'est-à-dire que moi, il y a 35 ans, quand j'ai voulu démarrer dans cette profession et que j'ai voulu euh, après avoir, comme j'expliquais au début de l'émission, commencé à faire des voyances dans les couloirs des radios, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit maintenant il faut s'installer, il faut faire un cabinet, donc il faut prendre un nom et puis il faut aussi quelque part, voilà, puisqu'on me demandait d'écrire un livre, eh bien écrire un livre, voilà, sous mon nom. Et quand j'ai donné mon nom, on m'a dit ah, il y a un problème. Mon état civil était déjà pris par quelqu'un qui portait exactement le même nom. Et en plus, cette personne, il faut savoir que elle faisait exactement, et elle fait toujours aujourd'hui le même métier que moi. Voilà. Donc, ayant le même prénom et le même nom, je ne pouvais absolument pas commencer à écrire et éditer des livres sous mon nom. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de prendre un pseudonyme, entre guillemets, quoi, en gardant mon prénom initial. Oui, donc vous aviez un homonyme, donc c'est un peu Exactement. embêtant. Ouais. Non seulement un homonyme, mais en plus quelqu'un qui faisait exactement la même profession. Ah oui, alors là, c'est doublement embêtant. Alors c'est encore plus embêtant parce que non seulement on est homonyme, on fait la même profession, et à l'époque on habitait à 10 kilomètres l'un de l'autre, ce qui est Vous quand même incroyable, quoi. vous vous êtes rencontrés? Que moi, je recevais des appels téléphoniques
de personnes qui pensaient parler à l'autre personne. Et lui, de son côté, les gens l'appelaient aussi, pensant parler, que des gens parlaient de moi. Donc, on s'est appelés, on s'est rencontrés, et puis on a fait notre carrière quand même, malgré tout, chacun de notre côté. Mais puisque lui était le premier à avoir commencé à éditer des livres, principalement sur le tarot de Marseille à l'époque, eh bien, moi, j'ai été obligé de changer de nom parce qu'autrement, c'était absolument impossible, quoi. Là, je crois que vous avez édité en octobre 2025 encore un jeu de cartes, là. Alors, c'est ce qu'on appelle ce que vous en avez parlé tout au début, c'est le tarot Mino. Donc c'est un jeu divinatoire qui est à base de petits dominos avec les références du tarot de Marseille dessus, qui se travaille sur une piste et qui permet de travailler sur son avenir. Voilà. Donc ça sort effectivement En euh, ce moment. en ce moment. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer cet entretien, Jean Didier? Alors, ce que je veux dire, c'est que ce livre, effectivement, il a une importance particulière, surtout pour toutes les personnes, comme on l'a dit, qui sont dans une phase d'évolution personnelle, spirituelle, mais aussi de travail sur elles-mêmes. C'est-à-dire que quand on fait ce qu'on appelle aujourd'hui, maintenant couramment, le développement personnel, dans cette branche du développement personnel, il y a effectivement le rééquilibrage karmique et le travail sur son karma et sur ses vies antérieures. Donc, lire des ouvrages qui parlent des vies antérieures, c'est effectivement intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est d'avoir entre les mains une espèce de guide pratique, hein. C'est un peu ce que vous avez là entre les mains. Donc voilà, à partir de cet ouvrage pratique, l'important, c'est que ça va vous permettre effectivement de mieux comprendre qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, quelle est votre mission, qu'est-ce que vous devez accomplir, comment vous devez l'accomplir, et surtout qu'est-ce que vous pouvez faire aussi pour vous bonifier et puis peut-être aider les autres à se bonifier aussi quelque part, quoi. Donc voilà, quelque chose qui se lit très facilement. Vous avez parlé tout au début du premier rituel à écrire. Il y a un autre rituel différent parce que, comme je le disais aussi, je ne veux pas imposer quelque chose de particulier et donc je laisse le choix aux gens de faire ce qu'ils ont envie de faire par rapport à ce travail. Et à partir de là, effectivement, l'intérêt, c'est de pouvoir évoluer tranquillement et positivement et d'alléger de toute façon son karma. Alors, c'est quoi l'autre rituel? Alors l'autre rituel, je ne vais pas le dévoiler là parce que j'aime bien laisser un peu de Bon, suspense. eh ben, vous le chercherez alors. De toute façon, il faut lire les textes, donc il faut aller Oui, les chercher dans le livre. Vous faites des exactement. consultations encore? Non, je fais principalement des livres, hein, des livres pratiques comme celui-ci chez Helios. Et puis souvent, effectivement, plus souvent des émissions de télévision ou de radio assez régulièrement. Et puis des conférences un peu partout pour expliquer un petit peu le fonctionnement de tout ça, quoi. Donc, normalement, je suis censé être à la retraite, mais comme je dis toujours, la retraite ne veut pas de moi. Donc, bah, je continue mon petit bonhomme de chemin tranquillement en essayant d'aider le plus possible de personnes autour de moi et puis de continuer à faire ce cheminement qui est le mien, tout simplement. Oui, les conférences, on les trouve sur votre site. Vous avez un site? Oui, alors le site, c'est tout simplement jean-didier.com. Donc ça, c'est très simple. Et puis, si les personnes qui nous écoutent ont besoin d'informations complémentaires par rapport à ce qu'ils viennent d'entendre ou s'ils ont des questions particulières, sur ce site, justement, il y a la possibilité de m'envoyer un email. Il faut savoir que je reçois beaucoup d'emails hein, régulièrement tous les jours. Et je me fais toujours un point d'honneur de répondre à tout le monde parce que je pense que
quand on est dans cette démarche, on a besoin effectivement d'aide et de réponses. Et quand on me fait l'honneur de venir vers moi pour me poser des questions, eh bien, je me fais toujours un plaisir d'y répondre. Et ça, je pense que c'est important parce que moi, j'ai remarqué une chose qui m'affecte un petit peu depuis, on va dire, une petite décennie, c'est que on est les deux pieds dans ce qu'on appelle une société de communication. On le voit très bien hein, par les réseaux sociaux. On le voit aussi par les web TV, par toutes les chaînes de télé qui se multiplient sur le net, sur euh, le câble, sur la TNT, euh, enfin partout. Il y a de la communication dans tous les sens. Et en fin de compte, les gens qui sont souvent dans ce métier et des gens qui sont aussi des communicants, eh bien, ne communiquent pas. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive très régulièrement de contacter des personnes et d'envoyer des mails ou des messages. Et avant, il y a longtemps, les gens répondaient, vous appelez, vous... Mais maintenant, en fin de compte, alors, est-ce qu'ils sont parce qu'ils sont débordés? Est-ce que parce qu'ils n'ont pas envie ou parce qu'ils veulent pas? Mais malheureusement, je me suis aperçu et j'en ai parlé avec beaucoup de confrères et on est tous un peu dans ce cas-là. Euh, 90% des gens maintenant ne répondent plus aux mails. Voilà. Et ils n'ont plus envie de passer 2 minutes, alors que effectivement répondre à quelqu'un, ça prend 2 minutes. Hein. C'est pas énorme, quoi. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe maintenant. Et moi, je me bats un peu contre tout ça. Et de toute façon, dans tous mes livres, comme celui-ci chez Helios, à la fin du livre, vous avez de toute façon mon site internet et vous avez aussi systématiquement mon adresse email parce que voilà, ça prouve que je me bats contre cette non-communication. Merci beaucoup, Ben, Jean-Didier. merci beaucoup à vous, Joël, de m'avoir reçu dans votre émission et d'avoir pu présenter un petit peu ce nouveau livre. Le tout, c'est de trouver dans les pages, dans les 115, celui qui nous correspond Exactement. Et puis le des fois, ça plus. peut être dans deux ou trois histoires Ouais. aussi. On peut avoir des choses qui sont un petit peu différentes. Il y a une chose qu'on peut faire aussi en s'amusant, c'est que, vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle la voyance de la Bible. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, En fait, quand, des fois, quand on cherche une réponse à quelque chose, on on y prend va. la Bible, on fait On y tourner va. toutes les pages et on s'arrête sur une page en particulier et on met le doigt sur un verset de la Bible. Et souvent, quand vous lisez ce verset de la Bible, vous avez la réponse à votre question. Dans ce livre, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez faire défiler toutes les histoires et vous arrêter sur une histoire en particulier et vous verrez que ça vous marquera parce que très souvent, cette histoire, elle vous parlera. Donc, Alors là, j'ai ouvert comme ça, c'est tombé sur la 81. On est sur la passion pour le Christ. Question d'Anne-Laure, Jean Didier. J'ai souvent le sentiment que les gens viennent vers moi comme vers une confidente ou à une femme d'église. En toute humilité, j'ai l'impression de toujours savoir écouter et trouver le mot juste comme par magie pour apaiser les souffrances des autres. J'en suis au point de me demander s'il n'y a pas un rapport avec mon karma. Il y a beaucoup de spiritualité aussi, les gens qui viennent vers vous, hein. c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens ne sont pas du tout dans la voyance d'avenir et ils ne se projettent pas là-dedans, ils sont plus dans la spiritualité. Est-ce que ça, ce que vous venez de lire, ça vous fait pas un peu écho chez vous? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que justement beaucoup de personnes viennent à vous pour se confier, pour expliquer des choses, pour que vous soyez un petit peu une oreille attentive et que ils trouvent chez vous un peu un écho de tout ça? Moi, j'ai l'impression que c'est moi qui vais vers les gens pour leur donner la parole, mais bon, c'est une Ouais. autre histoire. Et ça me fait penser à tous ces gens qui disent, oh ouais, non, moi, le karma, c'est fini, c'est ma dernière vie, je veux plus revenir. On parle beaucoup de karma quand même à notre époque. Il y a ceux qui disent, Exactement. c'est fini, je veux pas redescendre. Et puis, il y a ceux qui cherchent. Alors, il y a toutes ces comédies sur le fait qu'on a été Cléopâtre ou des gens très importants, etc. Mais c'est pas ça le karma, c'est... Non, tout à fait. D'ailleurs, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis, ça serait trop facile de dire, moi, je suis en contact avec Napoléon ou je suis en contact avec euh, Cléopâtre.
Il y a des médiums qui, très connus même qui le font et ça, Ouais, des fois, ça m'horripile un peu parce que non seulement c'est pas une personne, mais c'est presque toutes les personnes célèbres antiques avec lesquelles on est en contact. C'est quand même assez incroyable quoi, d'arriver à ce genre de choses, alors que c'est quand même extrêmement rare. D'ailleurs, il n'y a pas une seule de mes histoires, si vous lisez tout le ouais. livre, dans lequel je parle d'un contact d'une personne en lui disant vous avez été Cléopâtre ou vous avez été Vercingétorix ou autre. Non, ça c'est un peu du cinéma quelque part. Donc, je dis pas que ça n'existe pas, ça peut exister, hein. C'est comme les médiums spirites qui se disent, voilà, je suis en contact avec le chanteur décédé il y a pas longtemps, ceci, cela. Ça revient à ce que je disais aussi, je vais peut-être pas me faire des amis dans la profession, mais ça revient aussi à ce que je disais par rapport au fait que bah, c'est pas si simple que ça et c'est pas si facile et que ça serait trop simple justement que ça fonctionne comme cela et qu'il faut rester vigilant parce que qui vous dit que c'est bien cette personne en particulier, ce Vercingétorix ou cette personne que vous captez en tant qu'entité décédée comme ce chanteur, etc. ou autre, parce que ça peut être très bien, comme je le disais aussi, une personne du bas astral qui va vous raconter n'importe quoi et qui va vous faire passer pour un imbécile. Donc ça, voilà, il faut vraiment garder les pieds sur terre, même quand on travaille avec la spiritualité et peut-être encore plus. Et puis je dirais aussi qu'il faut de toute façon se méfier toujours des gens qui n'ont à la bouche que le terme spiritualité et qui ne parlent que de spiritualité. Par expérience, je peux vous dire qu'en 35 ans de métier, euh, j'ai rencontré beaucoup de personnes comme ça et malheureusement, ce ne sont pas souvent les plus spirituels auxquels on a affaire, quoi. Le travail, il commence avec soi-même et puis plutôt avec effectivement des livres pratiques qu'autre chose ou assister à des conférences avec des gens qui sont spécialisés, experts dans ce qu'ils font. Donc voilà, il faut bien sélectionner les livres que l'on lit, les personnes que l'on côtoie, les personnes que l'on va voir en conférence ou les formations que l'on fait aussi. Ça, c'est aussi très important. Je vous remercie, Jean Didier, on va s'arrêter là-dessus. Merci Merci. beaucoup. Au revoir.